Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'avoir coupé vos micros parce que sinon c'est vrai que c'est difficile de s'entendre. Écoutez, 10h04, je vous propose qu'on commence. Alors, excusez-nous. Alors déjà, je vous signale, le webinaire est enregistré. De cette façon, si vous voulez le réécouter ou si les personnes sont absentes aujourd'hui, elles pourront à nouveau l'écouter. Donc, on vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ce deuxième webinaire, parce qu'on en avait déjà fait un l'année dernière. Alors, l'idée, c'est de faire un format assez court et peut-être de vous en reproposer un autre aussi dans l'année, en fait, au cours du second semestre. Donc, ce webinaire est présenté par moi-même, Isabelle Petit, responsable du pôle partenaire, par Stéphanie Dominguez, qui est conseillère technique, que vous connaissez tous très certainement, et par Marion Bas, Gaëlle Malassi et Tatiana Mansart, qui sont techniciennes conseil d'aide collective. Alors, un petit peu un propos introductif, en fait. Je vais juste rappeler quelques éléments de contexte. En fait, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les accueils de loisirs jouent un rôle essentiel pour les familles. À l'heure actuelle, au niveau national, c'est 80% des enfants âgés entre 3 et 10 ans qui ont fréquenté au moins une fois dans l'année un accueil de loisirs. Et donc, c'est dire que c'est un maillon essentiel dans la continuité éducative avec l'école et un espace de rencontre. C'est aussi un espace de découverte et de développement de l'autonomie pour les enfants et aussi pour les adolescents qui sont accueillis. Donc, au cours de notre nouvelle convention d'objectifs et de gestion qui a lieu jusqu'en 2027, il y a des ambitions pour la jeunesse, puisque la branche famille souhaitait renforcer le maintien et le développement de l'offre sur les temps à la fois périscolaires et aussi extrascolaires. Donc, il y a 310 millions d'euros, c'est au niveau national, 310 millions d'euros d'ici 2027 qui seront octroyés pour l'enfance et la jeunesse. Il y a également une généralisation du complément inclusif pour les enfants porteurs de handicap. C'est vrai qu'à la CAF de la Somme, depuis 2 ans, on avait lancé sur fonds locaux une aide pour accueillir les enfants porteurs de handicap. Et là, cette fois-ci, c'est repris par les fonds nationaux. Je ne m'attarde pas trop sur cela, puisqu'on vous présentera mieux ce dispositif tout à l'heure. Et enfin, donc, toute la politique enfant-jeunesse, elle s'inscrit bien dans un cadre partenarial, puisque vous avez déjà dû entendre parler du schéma départemental des services aux familles qui est à l'échelle du département. Et il y aura plus spécifiquement un volet jeunesse. Il y a un appel à projet qui est en train de se travailler avec multiples partenaires. Les conventions territoriales globales qui sont développées sur toutes les EPCI du territoire et également les projets éducatifs de territoire. Pour le sommaire du webinaire, donc on va vous présenter on va rappeler un petit peu peut-être des choses pour certains, c'est du b.a.-ba, mais je pense que c'est bien de le rappeler aussi parce que c'est vrai que dans les accueils de loisirs, on s'aperçoit, et c'est normal qu'il y a pas mal de turnover avec les directions. Donc, on va reparler un peu des critères d'éligibilité de la prestation de service, que ce soit sur les temps extrascolaires, périscolaires. Quelques nouveautés cette année, et non des moindres, avec la pause méridienne, par exemple. La nouvelle offre de bonus territoire, le complément inclusif. Et aussi, on vous a fait des belles captures d'écran sur les fonctionnalités AFAS pour vous aider avec cette AFAS. Et enfin, n'hésitez pas avec des questions-réponses, si vous le souhaitez, dans le chat. On reprendra vos questions pour essayer d'y répondre. Et puis après, à la fin, on pourra quand même avoir un temps de questions-réponses, bien entendu, avec vous tous. Donc là, je laisse la parole à Madame Dominguez. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si on me voit à l'écran. Le ciel. Alors, est-ce qu'on me voit? Oui, on me voit. Donc, bonjour à tous. Donc, Stéphanie Dominguez, conseillère technique à la CAF. Comme le disait Madame Petit, objectif de ce webinaire, reposer un petit peu le cadre, pas mal de turnover dans les accueils, pas mal de questionnements, pas mal de choses qui reviennent dans le cadre des contrôles de Madame Poiré. Ce qui fait qu'on s'est dit, bon, on va reprendre les choses un petit peu du départ et on ira ensuite dans les choses un petit peu plus spécifiques
Donc là, vous voyez, donc on est sur les critères d'éligibilité de la PSA-LSH. Donc, on est toujours sur cette déclaration SDJES, donc soyez surtout vigilants à la validation de ces fiches, la fiche unique, la fiche complémentaire, pour être sûr que le droit à la prestation de service à LSH vous soit versé en exercice N+1. Je vous rappelle que si la SDJES ne valide pas, vous n'avez pas le droit à la PSA-LSH. Alors, on arrive parfois à faire valider, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc, soyez vigilants, essayez d'aller voir sur Gamtam régulièrement où en est votre fiche pour que vous ne soyez pas embêtés à la fin de l'année ou vous ne soyez pas obligés d'appeler la DDCS en panique. C'est toujours un petit peu compliqué. Le deuxième point, donc on a l'accessibilité financière. Donc là également, obligation de tarification modulée. On s'est rendu compte aussi avec des contrôles et avec le travail fait par les techniciennes, notamment dans le cadre des renouvellements de conventions, que les tarifications ne sont parfois pas modulées. Encore une fois, critère d'éligibilité, si vous êtes contrôlé et que vous n'avez pas de tarification modulée, c'est un indu total sur la prestation de service. Donc soyez vigilants. On recommande grandement le quotient familial. Donc, c'est en fonction des ressources, en fonction de la composition de la famille. Sachez que les conseillers techniques sont en mesure de vous donner régulièrement des quotients médians pour vous accompagner à mettre en place en fait vos tranches de quotient. Donc, c'est toujours plus pratique de savoir un petit peu sur quels quotients familiaux aller en fonction de la réalité de vos communes ou de vos intercommunalités, en fonction des compétences sur vos territoires. Je rappelle également que les séjours courts sont éligibles à la PSA-LSH jusqu'à 10 heures par jour, sous condition qu'ils soient intégrés donc, dans votre projet éducatif et projet pédagogique. L'objectif, c'est d'expliquer ce que vous attendez du séjour court, qu'est-ce que ça va apporter aux enfants, quelle va être la plus-value, etc. Donc, c'est 10 heures par jour max. Donc, il est clair que si votre accueil de loisirs fonctionne 11 heures par jour, ce n'est pas une bonne opération pour vous de mettre 10 heures par jour. Autant le laisser sans séjour, vous aurez droit à la PSA-LSH sur 11 heures. Je peux passer à la slide suivante. Donc là, on vous a remis en fait les financements de la PSA-LSH par type d'activité. Donc, on a l'extrascolaire, périscolaire, accueil ado, on y reviendra après. Et on a ajouté le bonus inclusion handicap, c'est ce qu'évoquait Madame Petit tout à l'heure. Donc, la nouveauté 2024, en fait, en tout cas sur fonds nationaux. Jusqu'alors, c'était fonds locaux, donc on y reviendra. Donc, on voit que la CAF, la CNAF continue d'augmenter sa prestation de service en faveur des accueils de loisirs. Ça a toujours été le cas. Donc là, on a à peu près 3% entre 2023 et 2024. On est toujours sur une PS à 30%. Donc, l'idée de vous remettre ce tableau, c'est de vous donner un petit peu une méthode de calcul pour être, en tout cas, en gros, hein, dans les accueils de loisirs du département, vous êtes quasiment tous au prix plafond. Ce qui fait que vous êtes même, je crois, tous au prix plafond. Il ne doit pas y en avoir des masses qui sont en dessous, et tant mieux. Mais ça sous-entend que sur chaque heure, vous avez ou 62 centimes, ou 59 centimes, ou 92 centimes de PSA LSH de l'heure. Le bonus inclusion, ça n'a pas de lien avec le prix plafond. C'est 4,50 € par heure. Et voilà, donc vous avez juste à multiplier le nombre d'heures par le bonus. On a voulu réindiquer le taux de ressortissant régime général parce que depuis quelques années, on a dans les conventionnements ou 100% de régime général ou 99%, on n'est plus du tout sur du réel. Donc, ça sous-entend que soyez vigilants à votre convention, à ce qui est noté dans votre convention de départ, pour pouvoir calculer le nombre d'heures qui relève du régime général. Donc, les accueils ados, on voulait également faire un petit focus sur les accueils ados parce que les accueils ados, on en a très peu dans le département, mis à part les CAJ que vous connaissez tous et qui sont en fait sur les territoires des équipements exclusivement dédiés aux adolescents. Donc, en l'occurrence, c'est ceux avec un directeur propre, avec une déclaration SDJES propre. Là, on voulait vous rappeler que la réglementation des accueils ados ne demande pas obligatoirement à avoir un directeur et une déclaration. C'est-à-dire que sur votre déclaration mater, primaire et ado, vous avez une quinzaine d'adolescents avec lesquels vous réfléchissez à un projet spécifique sur ce public et qu'il fait partie
de votre projet éducatif et pédagogique, vous pourriez émarger sur le conventionnement accueil-ado. Ce qui est plutôt intéressant parce qu'on l'a vu sur le tableau précédent, la PS est plus intéressante pour les partenaires que la PS ALSH classique. Donc, soyez vigilants à regarder un petit peu votre fonctionnement et de vous dire, si vous avez un projet spécifique ado, de vous rapprocher ou de votre conseiller technique de secteur. On a mis la carte en fin de PowerPoint, le PowerPoint vous sera transmis, ou la technicienne, il y a également les coordonnées, pour voir si ça entre dans le cadre ou pas, mais ayez à l'idée que les accueils ados ne sont pas uniquement des CAJ à proprement parler, très spécifiques, dans des locaux très spécifiques. Les actes ouvrant droit, donc ça c'est une terminologie très CAF. L'idée c'est sur les accueils ados, on va aussi l'aborder après sur l'extrascolaire et le périscolaire. Donc les actes ouvrant droit, c'est ni plus ni moins que les heures sur lesquelles vous avez le droit à la prestation de service accueil de loisirs. Donc sur les accueils ados, on est sur des heures réalisées dans la limite de 10 heures par jour. Donc là, on arrive sur l'extrascolaire. Donc l'extrascolaire, donc on va refaire un petit point parce que entre le changement, alors je sais que ça date pas d'hier, les rythmes, la réforme des rythmes scolaires, etc. Mais il y a eu pas mal de changements, ce qui fait qu'on a parfois certaines questions, et notamment sur les mercredis, puisque les mercredis sont passés périscolaires, on le sait tous, sauf que les mercredis, durant les périodes de vacances scolaires, c'est bien de l'extrascolaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en vacances scolaires, qu'elles soient petites ou grandes vacances, le mercredi est extra, ça vous fait une semaine globale d'extrascolaire. Donc les samedis sans école sont également heures extrascolaires. Et donc là, pour complexifier un petit peu la chose, on a des tarifications un peu différentes. Normalement, ces tarifications, en fonction de la manière dont vous les mettez en place, il y a des options dans vos conventions. Donc on a de l'option 1 à l'option 7, en sachant que, par exemple, je ne vais peut-être pas toutes vous les donner parce que ça va peut-être vous embrouiller, mais en tout cas, vérifiez vos conventions pour savoir quels sont les actes ouvrant droit sur vos sites respectifs. Donc, on a par exemple sur l'option 1, si vous avez par exemple un paiement à la journée, nous sommes sur des actes ouvrant droit à demi-journée 4 heures, journée 8 heures. Si vous êtes par exemple sur un paiement à la semaine, imaginons vous avez un paiement invariable, que l'enfant vienne lundi, mardi et ne vienne pas mercredi, jeudi, vendredi, vous avez un paiement, on appelle ça au forfait semaine. Donc la famille paye la même chose que l'enfant vienne ou non. Là, on sera sur une option en heures réalisées. Et donc les heures réalisées, c'est quoi? Ce sont les heures de présence effective des enfants au centre. Et donc, on vous demande sur ces temps extrascolaires de noter l'heure d'arrivée et l'heure de départ des enfants. Alors pour ceux qui ont un logiciel, ça va, c'est plutôt simple. Pour ceux qui n'en ont pas, ça peut être un petit peu compliqué. Donc les heures facturées, on est sur les heures que les parents ont payées et les heures réalisées sur les heures de présence effective des enfants. On a un petit tableau qui vous sera transmis si vous le souhaitez. On va peut-être vous faire une petite démo. Alors, je vais voir un peu. Hop là. Hop. Donc, la petite démo, bon, ça va être rapide. Donc, ça, c'est un tableau qui a été créé par notre service contrôle. Et je pense que certains d'entre vous l'ont déjà reçu, puisque Madame Poiré le diffuse sans problème si besoin. Donc, j'ai fait un petit point avec elle hier pour ne pas faire de bêtises dans l'utilisation. Mais la chose la plus importante, c'est en haut, là, sur les 8 heures, de bien indiquer votre amplitude d'ouverture parce que c'est ce qui va permettre le plafonnement et l'arrondi ici. En fait, c'est un tableau avec des formules. Donc, ne touchez pas aux formules. Si vous n'y touchez pas et que vous le remplissez correctement, ça devrait aller. Donc là, imaginons, on va faire un petit exemple. On a 10h30 d'amplitude d'ouverture. Donc là, par exemple, c'est pareil, cette première colonne régime général MSA, elle n'est plus vraiment, parce que ce tableau ne date pas d'hier, mais c'est plus vraiment nécessaire aujourd'hui puisque votre taux de conventionnement est directement indiqué dans votre convention. Donc là, que l'enfant soit RG ou soit MSA, ça ne va rien changer au bout de la colonne. Donc ça, à la rigueur, il existe. Bon, c'est tout. Alors, imaginons, on a, on va dire Chloé. Chloé, on va mettre deux noms de famille, peu importe. Elle est née le 21 décembre 2018. Hop,
Et la date de début du centre, c'est le 1er juillet. Alors, 1er juillet, non, il y a école, on va dire le 10, 10 juillet 2024. Donc là, on sait que le premier jour du centre, elle a 5 mois, 6 mois et 19 jours, c'est précis. Donc, elle est dans les moins de 6 ans. Si cet enfant arrive, donc là, vous avez 10h30 d'ouverture, imaginons 8h30, 8h30, 18h, 19h, 10h30. Donc, cet enfant arrive à 8h30 et elle repart. Donc là, c'est si c'est le midi, etc. Là, vous avez jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jusqu'à la fin du tableau. Et là, vous mettez les enfants les uns après les autres sur la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Donc là, si cet enfant part à 18h25, par exemple, on a 9h55 de temps effectif à l'accueil de loisirs. On arrondit à l'heure supérieure par jour et par enfant. Donc là, le tableau le fait automatiquement. Donc là, vous avez 10 heures et vous le retrouvez tout en bas une fois que vous avez rempli tous vos éléments. Donc là, on a 10 heures. Donc on sait que là, ce sont les éléments que vous allez devoir remplir dans la face. Donc même chose, hein, si vous avez des difficultés sur l'utilité ou sur l'utilisation de ce tableau, revenez vers les conseillers techniques ou en tout cas pour ceux qui n'en ont pas besoin, tant mieux. Pour ceux qui en ont besoin, ça existe, ça a le mérite d'exister. Donc là, c'est le deuxième jour. Si, par exemple, l'enfant ne vient pas manger à l'accueil de loisirs, bon, ben voilà, après, c'est du b.a.-ba, hein, c'est l'outil. L'enfant revient à 13h et repart à 18h. Hop, nous avons 8h30 d'heures effectives. On arrondit à l'heure supérieure par jour et par enfant, 9h. Voilà pour cet utilitaire. Hop. On va passer à la slide suivante. Au moment des questions-réponses, surtout n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'il y a beaucoup d'infos. Effectivement, elles semblent être plutôt simples, mais ce n'est pas simple pour tout le monde, surtout ceux qui viennent d'arriver. Donc là, on passe au périscolaire. Donc le périscolaire, ben voilà, c'est le matin avant l'école, le soir après l'école et la pause méridienne. La pause méridienne, ma collègue Gaëlle Malassi y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, non, c'est Tatiana qui est sur la pause méridienne. Les mercredis hors vacances scolaires, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mercredi hors vacances scolaires, périscolaires. Et donc les actes ouvrant droit, c'est là que ça se, je ne vais pas dire que ça se complique, mais les actes ouvrant droit, c'est la plage, les plages d'ouverture de l'accueil. Donc, on vous a envoyé depuis plusieurs années avec la fiche info à LSH chaque début d'année un tableau, on l'a ajouté, on va pouvoir passer à la slide suivante, un tableau qui, en fait, vous donne un peu toutes les plages existantes. Donc, ça semble être un peu compliqué. Ça n'est pas tant que ça. Là, vous verrez sur la plage 3, on a fait un petit changement puisque, comme on le verra tout à l'heure, le temps de prise de repas est financé à partir de maintenant et même à effet rétroactif. Donc là, vous voyez les différentes plages. Donc les plages, ben, c'est les enfants qui viennent uniquement à l'accueil périscolaire du matin. La plage numéro 2, c'est ceux qui viennent au temps méridien sans repas, sauf que je ne pense pas que dans le département, on ait des accueils de loisirs qui accueillent le temps méridien sans repas. Je ne pense pas que ça existe. On a le temps méridien, donc classique, hein, la pause méridienne. La fin de journée, donc le soir après l'école. On a la demi-journée du matin. À partir de la plage 5, c'est la plage du mercredi. C'est là où il faut être le plus vigilant, en fait. Donc, on a 5 plages possibles, toujours plafonnées à 9h, ce qui n'est pas le cas pour l'extrascolaire, puisque l'extrascolaire, on n'a pas de plafonnement. Sur le mercredi, on plafonne impérativement à 9h. Donc, sur le périscolaire, il n'y a plus ces histoires d'heure d'arrivée, d'heure de départ. Là, on est donc sur les plages. Il n'y a plus le tableau, on ne l'utilise plus. C'est vraiment plus que ces plages-là. Je pense qu'on peut passer à la prochaine. Et je vais passer la parole à ma collègue Tatiana Mansart. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Tatiana Mansart, technicien conseil. Donc on va évoquer maintenant les nouveautés concernant la pause méridienne, l'offre nouvelle relative au bonus territoire et les fonctionnalités AFAS. Donc je vais aborder en ce qui me concerne la pause méridienne du périscolaire hors mercredi, donc et plus précisément l'évolution du financement de cette pause.
Ce qui change concrètement, donc c'est la prise en compte de l'intégralité de la pause méridienne à effet rétroactif au 1er janvier 2023. Donc en fait, jusqu'à présent, la CAF finançait uniquement les animations éducatives effectuées pendant la pause méridienne. Désormais, la CAF finance les animations éducatives ainsi que le temps du repas. Donc, pour être éligible, bien entendu, il faut respecter les critères de la prestation de service accueil de loisirs. Il faut être déclaré auprès de la SDJES. La pause méridienne doit être associée, bien entendu, à un accueil périscolaire du matin et ou du soir. Elle doit constituer un temps éducatif et il faut avoir une tarification modulée en fonction des ressources des familles. Donc ça, je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, je vais quand même vous apporter quelques précisions par rapport à la tarification, parce qu'on a parfois des questions à ce sujet. Donc, si vous proposez une tarification globale pour le temps d'animation et le repas, donc dans ce cas, la tarification modulée est obligatoire. Par contre, si vous proposez une tarification distincte entre le temps d'animation et le repas, dans ce cas, la tarification modulée est obligatoire pour le temps d'animation, mais elle ne l'est pas pour la tarification du repas, qui peut également être gratuit. Je vais peut-être prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Donc aujourd'hui, si vous proposez un tarif global, par exemple, de 6 € qui inclut le temps d'animation et le repas, dans ce cas, ce tarif doit être modulé. Si la tarification est distincte, donc par exemple 4 € pour le temps d'animation et 2 € pour le repas, la modulation elle est obligatoire pour le temps d'animation, mais elle ne l'est pas pour le repas. Voilà, je pense que c'est assez clair et assez simple, mais je sais qu'on a des questions par rapport à ça. Donc effectivement, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à la fin pour poser vos questions. Donc maintenant, je vais passer la diapositive suivante et c'est Gaëlle Malassi qui va prendre le relais. Merci à vous. Donc, bonjour à tous, je suis donc Gaëlle Malassi, technicien conseil à la CAF de la Somme, en charge du territoire, particulièrement de la CC2SO et de la communauté de communes Nièvre-et-Somme, mais également une partie du territoire Amiens et Amiens Métropole. Nous allons refaire un petit point sur le bonus territoire. Donc, afin de pouvoir en bénéficier, il faut répondre à 3 critères d'éligibilité qui sont cumulatifs, donc à savoir la prestation de service à LSH. Vous devez être soutenu financièrement par une collectivité compétente et cette collectivité compétente doit être signataire d'une convention territoriale globale, CTG. À compter de 2024, nous avons des évolutions donc sur le bonus territoire au niveau des accueils de loisirs. Jusqu'à présent, le bonus territoire concernait exclusivement l'offre existante. Donc, seules étaient financées les heures enregistrées donc, dans la charge à payer de l'année précédente, N-1, avant le passage au bonus territoire. Ces données étaient issues des utilitaires Excel fournis par la CNAF. Donc, c'était le nombre d'heures multiplié par un montant forfaitaire qui sont indiqués dans votre convention d'objectifs et de financement. À compter de 2024, dans le cadre de la nouvelle COG, il y aurait un potentiel financement de l'offre nouvelle. Alors, on a toujours des arbitrages au niveau national, les choses ne sont pas tout à fait définies, mais a priori, on serait dans la limite de 25% des heures existantes. Donc, si par exemple, dans vos heures existantes, on finançait 1000 heures à un montant forfaitaire de 50 centimes, là, on passerait donc du coup à 250 heures nouvelles maximum. Ça, c'est les données que l'on a là à l'heure actuelle. Dès qu'on aura des précisions plus complètes, on reviendra vers vous.
Mais voilà, on peut déjà retenir qu'il y aura dans tous les cas le financement de l'offre nouvelle. Au niveau des nouveautés, ma collègue Stéphanie Dominguez vous en parlait déjà un petit peu tout à l'heure au début du il y a qu'un séjour avec la MDJ, mais pas. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Oui, si vous pouvez couper les micros. Peut-être vacances plurielles, vous avez votre micro d'ouvert ou. Merci. Merci d'éteindre. Oui, donc je reprends. À compter de 2024, le complément inclusif sera désormais financé sur fonds nationaux. Auparavant, il était financé donc sur nos fonds locaux CAF de la Somme. Donc, tout enfant âgé de 3 à 17 ans est potentiellement éligible à condition de fréquenter un ALSH périscolaire, extrascolaire ou accueil ado. Ce financement sera de 4,50 € par heure. Donc, ce sera directement intégré sur la déclaration réelle 2024 que vous transmettez sur le portail AFAS. Par contre, une petite précision à bien prendre en compte, ce sera uniquement les enfants bénéficiaires de l'AEH qui pourront être susceptibles de prétendre à ce financement complémentaire. Les enfants qui seront en cours de détection ne pourront pas prétendre à ce supplément de 4,50 € par heure. Donc, il sera vraiment nécessaire de conserver la notification de l'AEH et donc, du coup, réclamer cette notification en cas de contrôle. Il faudra qu'elle soit fournie. À défaut, ça pourra vous entraîner un potentiel indu sur un financement qui n'aurait pas eu lieu d'être. Sur cette slide, vous verrez quand on vous transmettra le PowerPoint, vous avez un petit lien sur le pôle ressources handicap de la Somme qui peut vous apporter des informations et des compléments qui peuvent vous être utiles. Je continue sur les nouveautés. 2024, c'est vraiment l'année des nouveautés. Au niveau du budget, alors jusqu'à présent, on vous demandait d'intégrer le montant du bonus territoire dans le compte 70 623 prestations reçues de la CAF. Ça, c'est ce que vous faisiez depuis 2022-2023. Là, cette année, on vous demande de bien distinguer le montant de la prestation de service reçue de la CAF, donc qui intègre bien les éventuels bonus, et le montant du bonus territoire qui, lui, est à dissocier dans le compte 70 626. Donc là, vous voyez, il y a bien les deux lignes distinctes et des infobules. Vous pouvez, quand vous êtes sur le portail AFAS en train de compléter votre déclaration, vous pouvez glisser la souris dessus et ça vous apporte, vous voyez, les petits compléments d'information. Vigilance par rapport à ça, si votre déclaration est correcte mais que vous n'avez pas intégré le montant du bonus territoire, on ne pourra pas vous valider la déclaration, on sera obligé de faire un aller-retour et donc du coup vous faire retravailler dessus. Alors on tolère des quelques centaines d'euros d'écart, on n'est pas à l'euro près, mais il faut quand même que ce soit cohérent avec les données qui sont dans votre convention. Donc, le montant du bonus territoire, il se calcule assez facilement. C'est un nombre d'heures dans la limite d'un nombre d'heures plafond que vous multipliez par un montant forfaitaire. Donc, ça, c'est à intégrer dès la déclaration prévisionnelle. Enfin, dernière nouveauté, du coup, au niveau du budget, vous avez désormais des sous-comptes au niveau des charges et des produits. Donc là, je vous les ai mis en capture écran. C'est au niveau du compte 61, au niveau du compte 62, 68 et puis au niveau du compte 74. Donc voilà, c'est vraiment juste pour détailler. Mais ça, c'est pareil, vous avez le visu directement sur le portail quand vous complétez la déclaration. Je vais laisser la parole à ma collègue Marion Bas qui va vous présenter les nouvelles fonctionnalités AFAS.
Bonjour à tous. Alors, je suis Marion Bas, je suis technicienne conseil au sein des aides financières collectives. Aujourd'hui, je vais vous présenter, pour terminer la présentation des nouveautés, les nouvelles fonctionnalités sur AFAS. Donc, il y a une évolution des fonctionnalités en ce qui concerne 3 points principaux, qui sont la notification de subvention, le suivi des paiements et le suivi des indus. Donc, on va commencer d'abord par la notification de subvention. Alors, je vous ai mis une petite capture d'écran du portail AFAS. Dorénavant, pour les déclarations de données ayant été validées avant et après le passage de la nouvelle version, vous avez la possibilité de télécharger la notification de subvention de votre équipement. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre espace Mon compte partenaire. Une fois connecté, il convient de cliquer sur l'onglet Aide financière d'action sociale, puis Mes déclarations. Et enfin, vous sélectionnez la déclaration concernée par votre demande et vous cliquez sur les 3 petits points en fin de ligne. Je vous ai mis une petite flèche afin de vous indiquer l'endroit exact afin de générer la notification de subvention. Cette notification de subvention, elle est réalisable avec tous les profils AFAS confondus, que vous soyez approbateur de déclaration de données, fournisseur de données financières ou fournisseur de données d'activité. Vous avez la possibilité, chacun, de pouvoir télécharger cette notification. Ensuite, vous avez le suivi des paiements. Donc, si un approbateur est habilité sur un équipement, excusez-moi, en ce qui concerne le suivi des paiements sur le portail, il y a uniquement l'approbateur qui pourra visualiser et télécharger les notifications de paiement de ces équipements. À noter que lorsqu'un approbateur est habilité au moins sur un équipement du gestionnaire de la CAF de la Somme, celui-ci aura accès au paiement de tous les équipements du gestionnaire. Je vous donne un petit exemple pour que ce soit plus clair pour vous. Pour un gestionnaire multicaf qui aurait des équipements à la CAF de la Somme et à la CAF du Nord, s'il est habilité sur un équipement de la CAF du 62 et de la CAF du 80, il verra alors les paiements recherchés de tous les équipements de la CAF du 62 et de la CAF du 80 concernant ce gestionnaire. Pour accéder à ce suivi de paiement, il convient alors de se connecter dans l'espace Mes déclarations et vous avez un accès à droite direct à Mes paiements. Dès l'ouverture de l'écran, vous avez la date du jour qui est déjà pré-remplie avec une recherche antérieure sur une période d'1 an. Mais petite particularité, la rétroactivité, la recherche antérieure, elle est disponible sur les paiements qui auront été effectués à partir du 31 mai 2023. Une fois que vous avez effectué votre recherche, ces paiements sont affichés du plus ancien au plus récent. Vous cliquez ensuite sur la ligne de paiement que vous souhaitez générer. Vous sélectionnez l'équipement concerné par votre demande et vous avez la possibilité d'exporter le suivi de paiement en CSV ou en PDF. Enfin, le suivi des indus. Donc, à l'ouverture de l'écran, l'état des indus est alimenté automatiquement à l'état à recouvrer. Les dates, elles sont laissées libres à la saisie. Il convient quand même de vider l'état de l'indu. Pour les indus, la recherche n'est pas limitée sur la période de 365 jours, comme c'est le cas pour les suivis de paiement. Une fois que vous avez effectué votre recherche, vous accédez au fichier téléchargeable, soit en CSV, soit en PDF. Et de la même manière que pour le suivi des paiements, le suivi des indus est accessible uniquement pour les approbateurs de données et uniquement pour les paiements effectués à partir du 31 mai 2023. Voilà. Merci à vous. Si je ne mets pas le micro, ça ne va pas m'entendre. Donc, nous arrivons au terme de la présentation. Hein. Ce qu'on voulait, c'était un format court. Par contre, maintenant, si vous avez sûrement des questions, parce que malgré tout, c'était dense quand même. Donc là, n'hésitez pas à nous poser vos questions, soit par chat, soit oralement. Je vais commencer. Alors, allez-y. Ouais, je suis Dominique, le responsable des maisons de quartier de la ville de Péronne. Je voulais revenir sur les arrondis à l'heure, en fait. À partir de
combien de temps ça arrondit en fait sur votre logiciel ou à partir de quel moment? Là, j'ai vu à un moment donné, hein, dans l'exemple que vous donniez, c'était 8h15 et ça arrondissait à 9. C'est à partir de combien de temps en fait que ça va sur l'arrondi? Eh bien, on va le tester en direct. Attends, je vais mettre en. Attendez, on va le mettre sur l'écran, voilà. Comme ça, on le teste, on pourra vous dire. Tiens, vas-y, Isabelle, mets par exemple 8h55. Des points. C'est 2 points, oui. Et donc là, par exemple, l'enfant n'était pas là l'après-midi, comme ça au moins. Hop, donc on est 8h55 à midi, 3h05, 4h. Donc en fait, c'est dès que l'enfant est là, donc c'est à l'heure en fait. Donc si l'enfant est arrivé même à 8h55, en réalité, vous êtes financé à compter de 8h. Ok. C'est très bien. Non, mais c'était juste la question, voilà. Mais vous avez raison, parce que du coup, au moins, on a la preuve dans le tableau. N'hésitez pas, d'autres questions? Alors, dans le diaporama qu'on va vous envoyer, on vous a remis un peu les dates incontournables de la CAF. Bon, les appels à projets, là, c'est clôturé hein, depuis le 2 juin, hein, parce qu'il y avait eu plusieurs appels à projets lancés, notamment l'appel à projet jeune pour les 11-17 ans, et puis l'appel à projet qui est là depuis plusieurs années, enfin comme l'appel à projet ado d'ailleurs, pour les transports en milieu rural. Donc voilà, bientôt, vous allez devoir faire vos données actualisées de juin, hein, donc ça va être envoyé le 16 juin. Donc pour rappel, une donnée actualisée, qu'est-ce que c'est? C'est bien les données réelles là, du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Et ensuite, vous extrapolez sur la période du 1er juillet au 31 décembre. Ça reste du prévisionnel. D'accord? Ça, c'est pour l'actu de juin. Et puis après, vous aurez une autre actualisation sur les données de septembre. Donc là, ce sera les données réelles du 1er janvier au 30 octobre. 30 septembre, pardon. Et puis ensuite, les prévisionnels du 1er octobre au 30 décembre. Pour nous, c'est vraiment très important en fait ces données parce qu'en fait, on doit faire des remontées quasiment mensuelles en fait, à la Caisse nationale pour faire nos prévisions budgétaires. Donc, si on ne demande pas assez de financement, on n'aura pas assez d'argent pour payer tous les accueils de loisirs du département. Et si on en demande trop, c'est pas bon non plus, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande des données actualisées, enfin, les données prévisionnelles, 2 données actualisées dans l'année. Puis après, vos données réelles, ça, c'est pour vous payer pour payer le solde de la prestation de service. Et pour nous, c'est vraiment très, très important, ces données. Et c'est pour ça aussi que souvent, parfois, les techniciennes vous interrogent en fait sur des choses un petit peu incohérentes. Il faut bien actualiser ces données d'activité, donc ça c'est le nombre d'heures, etc. Et puis vos données financières aussi. S'il y a plus de personnel ou moins de personnel, vous le savez un peu dans l'année, donc ça il faut toujours réactualiser en fait. Tout à l'heure, Madame Malassi vous a bien dit, là on va être vigilant aussi, c'est sur les heures d'accueil d'enfants inclusifs. Bon, nous, on a la chance d'avoir déjà financé sur des fonds locaux, donc on a une petite idée dans le département. Par contre, si on se retrouverait avec un nombre faramineux d'heures d'enfants portés en handicap, là, on reviendra vers vous parce que voilà, notamment, il y aura déjà des contrôles par le service contrôle de la CAF. Et surtout, j'insiste vraiment lourdement, mais il faut que ce n'est pas du déclaratif. Donc, si le parent met un enfant qui vous dit qu'il est porteur de handicap, il faut vraiment la notification. Donc, il faut vraiment lui demander tout de suite la notification, sa notification MDPH, en fait. Pas d'autres questions entre-temps? On vous a remis une petite carte des différents des conseillers techniques et des techniciens conseils dans le département, donc suivant les territoires. Donc, comme ça, vous avez les coordonnées mail, ce qui peut être bien. Je crois que j'ai coupé la parole à quelqu'un. Isabelle, oui, Oui. il y a des demandes dans le chat concernant le tableau des heures réalisées.
savoir auprès de qui il faut se tourner pour pouvoir l'avoir et le PowerPoint également. On le mettra à disposition. Alors, on mettra à disposition avec le diaporama, en fait. Il vous sera envoyé par mail, le diaporama. Par contre, soyez vigilants sur ce tableau à ne pas changer les éléments dans les cellules avec les formules, parce que de fait, il serait plus valable en fait. Alors, effectivement, la réunion est enregistrée, donc on pourra vous envoyer le replay le replay sera à disposition, en fait. Ça, on vous l'enverra. Alors, nous avons reçu un mail pour déclaration CAF partenaire réel. Jusqu'à quelle date avons-nous pour remplir? Alors, attendez, je ne comprends pas. Nous avons reçu un mail pour les déclarations CAF partenaires réels du 1er janvier au 30 juin 2024. Ça, c'est plutôt pour l'actualisation. C'est l'actualisation de juin, je pense. Jusqu'à quelle date? J'imagine que c'est plutôt pour l'actualisation de juin. Alors attention, ne la remplissez pas trop vite parce que le mois de juin, il n'est pas tout à fait terminé puisqu'on n'est que le 18. Par contre, la date, vous pouvez nous le renvoyer dès le 1er juillet en fait. Dès que vous avez le mois est terminé, vous remplissez et vous pouvez nous envoyer quand vous avez actualisé les données d'activité et les données financières. Donc le diaporama, ça va vous être envoyé très tôt, très vite. Alors, on a un changement de directeur existing des formations pour AFAT. Pour une prise en main, ça peut être tout à fait envisagé en fait. Alors, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. On pourrait très bien envisager une prise en main avec une technicienne. Donc ça, c'est possible, il suffit de faire la demande et puis voilà, après, à la limite, on pourrait peut-être demander à d'autres, parce qu'on sait que les centres sociaux, et les espaces de vie sociale aussi, sont moins aguerris sur le portail AFAS. Donc ça, on pourrait envisager une prise en main, une demi-heure, ça devrait suffire, je pense, pour prendre en main l'outil. Je sais pas, Gaëlle, Marion, Tatiana, vous savez, une demi-heure de prise en main, ça devrait, pour montrer les grandes fonctionnalités en fait d'AFAS. Oui, on peut refaire un point en sachant aussi qu'on avait déjà préparé un PPT pour le pas à pas avec la montée en charge des centres sociaux sur AFAS qui est assez bien expliqué et qui est assez clair. On peut déjà envoyer ça dans un premier temps et après refaire un point effectivement si des questions sont toujours à poser auprès de nos partenaires. Donc déjà, on va vous envoyer donc, dans un premier temps le pas à pas. D'accord, n'hésitez pas à nous dire si à envoyer des mails surtout. Quand vous avez une difficulté, il ne faut pas attendre. En fait, il faut. En général, vous connaissez les techniciennes ou bien le conseiller technique. N'hésitez pas à leur faire remonter vos difficultés. Il n'y a pas de problème. Il y avait une autre question. Ouais, je vais me permettre, c'est moi le nouveau directeur. C'est pas un problème sur le logiciel AFAS, les tutos sont très bien faits, etc. Les interrogations, elles sont plutôt, moi, sur les modalités de calcul des PS, etc., préconisées par la CAF. J'ai eu un peu de mal à trouver les montants de bonus, etc. Il fallait savoir que c'était dans les conventions, etc. Et après, c'est plutôt, des fois, quand j'ai des questions, c'est plutôt d'ordre comptable. Et c'est là où alors vous allez me dire, la comptabilité mais j'ai vraiment eu des soucis avec ça et je n'ai pas forcément eu beaucoup de réponses, mais voilà, parce qu'en fait, un technicien dit, mais moi, je suis qu'un technicien, en fait, et c'était sur des ventilations de dépenses où on essaye de faire ça au plus juste en termes de fonctionnement. Moi, ma question, elle était particulièrement, par exemple, comment je répartissais les flux de l'établissement, en fait. Voilà, c'est vraiment des questions plutôt comptables pour être sûr d'avoir une lecture commune, quoi, en fait. Alors, il existe un guide pour les centres sociaux sur la ventilation comptable. Alors, il ne date pas d'hier, mais il est toujours valable. Donc, on pourrait vous l'envoyer. Je vais le transmettre à ma collègue qui pourrait vous l'envoyer. Ça vous dit effectivement comment ventiler. Ensuite, dans une structure, à partir du moment où les choses peuvent être expliquées à la personne qui fait le contrôle,
il y a en général pas de souci. Ça peut être par le fait d'avoir réfléchi une clé de répartition. Là, vous évoquiez, par exemple, au niveau des locaux, les fluides. Je serais bien dire, ben voilà, sur votre structure, vous avez 2 accueils de loisirs, un centre social, un multi-accueil, je dis n'importe quoi, hein. Mais si vous calculez correctement, que ça semble cohérent sur une clé de répartition, il n'y a pas de problème d'imputer ces sommes-là sur les réels. Et ensuite, il suffira de l'expliquer à Carole Poiré lors de son contrôle. OK. Alors, on a une autre question. Nous avons des enfants porteurs de handicap, mais sans attestation MDPH. Il faut une attestation ou de la MDPH ou de la CAF qui verse l'AEEH. Honnêtement, sans l'une ou l'autre de ces attestations, enfin, c'est surtout l'AEEH d'ailleurs, vous ne pourrez pas comptabiliser les heures dans le complément inclusif. C'est vraiment important en fait, parce que c'est vraiment le critère numéro 1 en fait. Donc ça veut dire que tout ce qui est les enfants PAI, pardon, s'ils n'ont pas de notification AEEH, ils ne peuvent pas être comptabilisés dans les heures du complément inclusif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on en a une, nous, parce qu'on aimerait bien, on a toujours des questions. Comment dire? On aimerait bien mettre en place des webinaires, voilà, format court, vous voyez, moins d'1 heure, c'est possible. Donc, on vous avait envoyé un questionnaire Forms. Alors, on comprend, hein, tout le monde est un peu pris par son activité. Donc là, on vous a sous la main. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui vous intéresserait comme thématique d'aborder, en fait, d'aborder en moins d'1 heure. Quitte à le faire peut-être plus souvent, mais voilà, des choses, est-ce que c'est des choses pratico-pratiques? Sur quelles questions vous aimeriez qu'on aborde ces webinaires? Donnez-nous des idées. Parce que parfois, voilà, ça peut être, peut vous aider, hein, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a eu comme question la dernière fois? Dire comment on réalise un prévisionnel d'activité, par exemple. Par exemple. Et est-ce que c'est des choses qui vous intéresseraient? Comment on réalise un prévisionnel d'activité, par exemple? Est-ce que ça vous intéresserait? Une déclaration en direct, heure et financière? Ouais. D'accord. Parce que nous, il y a sûrement des choses évidentes, mais qui ne le sont moins. Et encore une fois, il n'y a pas de problème. En fait, en plus, on sait très bien qu'il y a pas mal de changements. Tout à l'heure, Stéphanie a dit, ah bah oui, ça c'est un terme CAF. C'est vrai, les actes ouvrant droit, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Donc nous aussi, ça nous aide aussi à rendre un peu plus les choses plus parlantes. Les critères de recevabilité des appels à projets, alors en général, ils sont sur le CAF.fr en fait. Et ils sont dans les appels à projets eux-mêmes. Et donc, comment faire un appel à projet? En fait, vous avez sur le CAF.fr en début d'année, chaque partenaire de la CAF est destinataire d'un mail qui s'appelle recensement de projet. Et dans ce mail, il y a tous les appels à projets de l'année. Quand vous cliquez, vous avez la fiche d'inscription et la fiche explicative, c'est-à-dire la fiche descriptive. Qu'est-ce que l'appel à projet? Quels critères d'éligibilité? À quoi il doit servir? Quelles sont les dates à laquelle vous devez transmettre à la CAF? Combien vous pouvez avoir comme aide financière? Et donc, voilà, vous avez tous les éléments nécessaires au dépôt du dossier d'appel à projet avec la date de clôture de l'appel à projet. Si vous avez des demandes d'aide financière hors de ces appels à projet, sur de l'investissement ou autre, là, il y a 4 commissions d'action sociale dans l'année et vous pouvez prendre attache auprès de vos conseillers techniques respectifs pour leur expliquer votre projet et voir si c'est éligible ou non. Alors, si c'est possible d'avoir les modifications à face avant qu'elles soient effectives. Le problème, c'est. Alors, Gaëlle et Tatiana, vous allez peut-être m'aider. Je pense qu'on les a en même temps, en fait, nous. Ouais, le problème, c'est que nous, déjà, on en a connaissance une fois que la version est passée et que les mises à jour sont effectuées. Donc, on n'en a pas connaissance non plus en amont. Donc, c'est vrai que
un peu Oui. compliqué de vous prévenir avant, on n'est même pas nous au courant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions. Après, voilà, on reste disponible si vous vous apercevez qu'il y a une modification et que voilà, vous ne savez plus comment déclarer ou que vous n'êtes pas sûr. Voilà, vous avez nos coordonnées. On est là pour vous accompagner. Il ne faut pas hésiter à nous appeler ou nous envoyer un mail. Vous avez vos techniciens conseils de référence en fonction du secteur. On a aussi une boîte mail commune collective en cas d'absence. Voilà, on alterne, on répond aux questions. Alors, il y a quand même un sujet qui revient assez fréquemment, c'est les déclarations prévisionnelles, les réalisées. Alors, quand vous parlez de déclarations prévisionnelles réalisées, c'est les réels en fait. Déclaration prévisionnelle, déclaration réelle. Comment augmenter les amplitudes horaires en lien avec la DGES? Besoin de piqûres de rappel sur les départs en séjour et mini-camp. Des webinaires très... Oui. Ok. Et il y a même des choses, peut-être même des webinaires, ce sera peut-être que 30 minutes en fait, hein, mais c'est pas grave. Si ça permet, ça vous permet vous de monter en compétence et voilà, chacun Sur également. l'aspect départ en séjour et déclaration SDGES, Florence, tu voulais dire quoi exactement sur les obligations sanitaires, etc. Parce que là, pour le coup, on ne pourra pas vous apporter grand-chose. Non, moi, bonjour à tous. Non, moi, ce serait vraiment des piqûres de rappel très pratico-pratiques sur comment on peut comptabiliser le nombre d'heures sur les séjours, parce que j'ai cru comprendre aussi que on pouvait monter jusqu'à 10 heures, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne fait pas bien parce qu'on manque de temps et puis on est noyé. Donc oui, si on pouvait avoir des webinaires très pratiques qui reprennent ces sujets-là, qu'on voit très clairement les incidences aussi dans les déclarations, parce que très souvent, on est dans des problèmes d'anticipation. Enfin, nous, c'est le cas sur le quartier et on s'en sort plus, quoi. Voilà. Okay. Donc là, c'est des choses effectivement sur lesquelles on peut travailler avec vous. C'est facile à mettre en place. Oui, puis en plus en lien avec au séjour, au fait qu'il faut que ce soit aussi indiqué dans le projet PEDA, etc. En fait, les déclarations, je peux. Au niveau des déclarations, effectivement. Oui, et moi, ça fait très longtemps que je suis plus, je vais dire, pas à pas la jeunesse en tant que telle. Et c'est vrai que soit il me manque des éléments pour pouvoir guider les équipes, soit pour mieux anticiper les choses, quoi. Donc oui, il y a vraiment besoin d'un vrai temps de travail sur toutes les offres jeunesse et comment ça marche, les financements, comment c'est financé. Et quand on prépare notre budget prévisionnel de l'année, on ne retombe jamais sur vos montants. Donc, j'ai un vrai problème quelque part. Bon, la prestation de service à l'élève, ma foi, c'est pas le plus compliqué pour les financements. Bon, et puis c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de nouveautés en fait, hein. Bon, nous, c'est une nouvelle période de convention d'objectifs et gestion, donc honnêtement, on a beaucoup de lettres circulaires, enfin beaucoup de choses qui. Et donc vous, en cascade, ça va tomber, ça, c'est une nouveauté aussi, hein. Là, on parle du complément inclusif, du bonus de développement, etc. Bonus trajectoire quand même. Donc oui, il y a beaucoup de changements en ce moment. Et même le différentiel entre eux, ne serait-ce qu'au niveau des appellations. Par exemple, on parle de l'accueil ado, mais on a aussi l'équipement PS Jeune qui existe depuis quelques années. À partir de quand on est une PS Jeune et à partir de quand on est un accueil ado? Parce que pour le coup, l'un n'est pas, c'est pas superposable en fait. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choix, des critères différents. Donc effectivement, on pourrait peut-être faire un point là-dessus pour réexpliquer un petit peu toutes ces subtilités. Et autre question, c'est est-ce qu'il y a possibilité, parce que quand on a un vrai besoin, je dirais, interne à nos structures, parce que les webinaires, c'est bien, mais après, il y a souvent des questions très relatives au fonctionnement des uns et des autres. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait quelqu'un de la CAF qui puisse venir nous accompagner si on voulait un temps vraiment d'échange pour remettre les choses bien à plat sur le fonctionnement jeunesse sur une structure? Le conseiller technique. Après, oui, c'est le conseiller technique en fait, hein. Alors moi, j'en avais parlé plusieurs fois, mais à chaque fois, alors moi, je dépends de Monsieur Poggioli, hein. Mais à chaque fois, il me dit qu'il n'est pas la meilleure des personnes pour me renseigner sur les questions justement jeunesse.
Alors, après, on peut. Donc, je fais appel à qui? Ouais, après, on a chacun nos spécificités. Oui, Ils ont chacun leurs spécificités. Donc après, ça va peut-être plutôt Stéphanie, effectivement, si c'est des questions un peu plus pointues, on va dire, sur la jeunesse. Ouais. D'accord, ok. Ça, c'est possible, mais par contre, il faudrait en amont qu'on sache un peu les types de questions, en fait, pour savoir. Effectivement, là, on aurait la complémentarité chez les conseillers techniques, en fait. Ça marche. On est une petite équipe aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors déjà, d'autres sujets. Donc, on note les déclarations, que ce soit prévisionnelles ou réelles. Les critères de recevabilité des appels à projets. Comment faire un appel à projet. Si possible, les modifications à face. Les clés de répartition dans un budget. Toutes les questions liées au séjour, les mini-camps, comment on comptabilise les heures, les séjours, etc. Comment fonctionnent les financements. Donc ça, je suppose les financements CAF. Peut-être les prestations de services, etc. en fait. La différence entre l'appel à projet ado et la PS Jeune, par exemple. On serait plus sur les grands, en fait. Voilà, est-ce que ça vous paraît balayer Après, moi, j'avais une question, mais c'est peut-être pas vous qui pouvez y répondre. C'est peut-être Jeunesse et Sport, enfin, les autres services, mais c'est aussi sur quand on veut mettre en place des séjours, enfin des projets semi-autonomes ou autonomes par rapport aux questions de responsabilité des structures, des encadrants. Je pense qu'il y a besoin de cadrer quelque chose là-dessus, enfin nous en tout cas, ça nous intéresserait de pouvoir avoir un temps d'échange. Alors là, je pense que c'est plutôt la SDJES. Alors, je sais pas, je sais qu'il y a quelque temps, il y avait les références. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle encore comme ça, mais les opérations sac à dos à l'époque. Où, je ne sais pas si c'est des déclarations sur des séjours de vacances, s'il y a des choses en particulier, mais effectivement, au niveau responsabilité, je pense que le mieux, c'est de prendre attache auprès de la SDJES. Ok. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres. Alors, encore une fois, un grand merci à Mme Alessi pour sa disponibilité, sa réactivité. Merci. Les sacs à dos. Non, depuis longtemps. Mais c'est dommage d'ailleurs, mais bon. Peut-être. Donc, je vous rappelle, dans le diaporama qu'on va vous envoyer, il y a tous les mails en fait des techniciens et des conseillers techniques de la CAF. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire remonter des questions. Donc là, on a noté quelques questions, donc c'est intéressant. Donc, on vous proposera à nouveau une webinaire là au cours du deuxième semestre. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir se quitter là-dessus. Donc voilà, 1 heure, c'était très bien parce que c'est dans le timing et je pense que c'est intéressant aussi ces webinaires en format court. Voilà, merci à tous, merci beaucoup et n'hésitez pas à revenir vers nous encore une fois si vous avez des questions, ne restez pas avec vos questions surtout. Merci et bonne journée à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.